Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, donc, on va commencer une session sur le thème de la jeunesse et de l'industrie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on parle de progrès, on parle beaucoup du futur, on se projette. Ici, particulièrement, on se projette sur les sujets industriels. Et évidemment, l'industrie du futur, ça va être l'IA, ça va être les nouvelles technologies. Mais l'industrie du futur, c'est aussi des humains qui vont la faire tourner. Voilà, et nos industriels de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, peut-être qu'un de nos plus gros défis, c'est d'arriver à les embarquer, ces jeunes. De les embarquer dans des carrières industrielles. Et c'est pas un défi qui est complètement gagné. Côté industriel et côté jeune. Côté industriel parce que les sujets à la fois de recrutement, de formation, c'est des sujets qui sont compliqués, encore plus avec la nouvelle génération, avec une forme d'incompréhension qui peut se créer. Côté jeune, parce que les filières industrielles sont plus aussi attractives qu'elles l'étaient à une époque. Et c'est pas souvent des voies d'orientation prioritaires. Voilà, on va essayer de creuser tous ces sujets avec vous dans les minutes qui arrivent. Et avec 3 intervenants qu'on a beaucoup de chance d'avoir. Et on va commencer par parler de ces sujets-là avec Alexandre Lacour, qui est un dirigeant industriel et qui va vous parler d'abord de comment, en tant que jeune, il s'est retrouvé dans le grand bain de l'industrie et comment aujourd'hui, en tant que dirigeant, voilà, il éprouve au quotidien ces sujets de recrutement, de comment attirer les jeunes, voilà, et comment est-ce qu'il en fait une de ses missions. Alors peut-être Alexandre, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu es arrivé dans le bain de l'industrie? Bonjour à tous. Alors, en tant que jeune, à chaque fois, le terme industrie, ou en tout cas verbaliser l'industrie, je me souviens maintenant, il y a quelques années, on va pas dire il y a une dizaine d'années, mais bon, on ne met pas forcément le mot industrie derrière peut-être un hobby que l'on peut avoir. Moi, à titre personnel, j'adorais les moteurs. Alors, c'est bête, mais du coup, c'était une époque où du coup, il y avait des scooters, des motos, et puis finalement, pour moi, le sujet qui était plutôt tourné autour de la mécanique était finalement un hobby. Et pourtant, je vous parle de ça, une entreprise familiale créée par mon grand-père, 3e génération, qui a toujours été du coup dans l'industrie. Et j'ai découvert vraiment ce mot industrie finalement que très tard, puisque je n'arrivais pas finalement à faire ce parallèle-là entre un hobby, une passion, ou en tout cas quelque chose qui me plaisait, et vraiment ce qu'était l'industrie, et notamment tous les enjeux économiques, ce que ça pouvait apporter au quotidien pour un certain nombre du coup, de personnes dans nos vies quotidiennes, que ce soit par les produits qu'on fabrique ou que ce soit tout simplement par la vision que l'on a de l'industrie. Donc on va dire qu'au fur et à mesure finalement des années, certains parcours m'ont amené du coup à commencer à toucher l'industrie. J'ai fait un bac STI en génie électrotechnique sans vraiment savoir où est-ce que ça allait m'amener. Je ne savais pas forcément en tout cas quelle était la finalité. Et puis à la suite de ça, du coup, je suis parti plutôt sur une filière informatique en suivant tout simplement certains collègues, amis qui m'ont orienté du coup sur ce chemin-là, et je n'avais pas vraiment non plus, en tout cas, de perspective claire sur ce que ça allait donner. On est quasiment 20 ans plus tard. Ce qui est très rigolo dans ce sujet-là, c'est qu'on parle aujourd'hui d'industrie du futur, de digitalisation, et puis finalement, sur un parcours qui a été pas forcément orienté type industrie. Il y a des parallèles que l'on connaît aujourd'hui quand on parle d'IA, quand on parle d'objets connectés, quand on parle du coup tout simplement de produits que l'on fabrique. On va dire que chaque chemin finalement d'apprentissage peut t'amener à l'industrie d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai envie de dire que c'est un petit peu par hasard que je suis tombé du coup dans l'industrie, même si l'entreprise familiale était déjà en tout cas présente il y a plus d'une 60aine d'années. Et puis derrière, en fait, c'est surtout la curiosité. À chaque fois qu'on arrive du coup à découvrir peut-être ce que c'est qu'un produit, à quoi il sert, où est-ce qu'il est utilisé, pourquoi on en consomme, au fur et à mesure, toutes ces questions-là, par une approche un petit peu de curiosité, nous amène à se poser des questions et de savoir finalement comment est fait le produit. Est-ce que du coup il y a des sujets aujourd'hui qui est plutôt tourné sur la durabilité du produit, sur du coup l'usage qu'on en a. Donc au fur et à mesure, en étant dans l'industrie, on se rend compte finalement qu'on découvre le monde, mais de l'autre côté d'un mode de consommation qu'on a tous les jours et de ce qu'on fait tous les jours. Pour la petite anecdote, on fabrique des pompes. Alors des pompes, pour le coup, on va dire des pompes. Et donc, alors c'est pas des chaussures, c'est des pompes qui vont transférer du coup des liquides dans l'industrie. En fait, tous les jours, tout le monde en utilise.
pour avoir de l'eau potable, pour traiter des odeurs, des gaz, pour dépolluer, pour traiter les effluents. Donc il y en a absolument partout. Et du coup, au fur et à mesure, l'industrie relève des défis qui sont différents en fonction du coup des années. Aujourd'hui, nous, on est beaucoup dans cet imaginaire qui est de dire finalement, il y a une certaine ambition d'avoir une industrie plus verte, une industrie dite décarbonée, une industrie du coup qui est peut-être plus conscient des enjeux. Et en fait, toute cette notion de responsabilité dans les entreprises industrielles, c'est des transformations. Et du coup, c'est pas de la rupture, c'est pas du jour au lendemain qu'on est capable du coup de changer son mode de pensée, son mode d'éducation, ce qui a fait qu'on est là aujourd'hui, que ce soit la formation que l'on ait ou le mode de consommation que l'on a. Et du coup, dans l'industrie, ce que je trouve en tout cas passionnant et ce qui donne du sens et de l'engagement, c'est de comprendre justement ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, et de l'intérieur, de quelle manière on est capable du coup d'être acteur et de changer finalement ce que l'on peut, en tout cas la manière dont on peut contribuer à notre échelle du coup à cet enjeu qui nous concerne tous. Et puis finalement, arrivé à un moment, on se dit et comment je fais pour que je puisse transmettre, ou en tout cas partager le cheminement qui a pu être fait de cette jeunesse qui est arrivée dans l'industrie avec du coup toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et du coup, on commence à réaliser des projets qui sont plutôt intéressants. Quand on construit des usines aujourd'hui, pour la grande majorité des industriels, on parle d'usines autonomes en eau, autonomes en énergie. On va parler d'usines, entre guillemets, dites bas carbone. Alors, somme toute relative, puisque du coup, c'est toujours pareil. C'est bas carbone par rapport à quoi? Mais en tout cas, c'est de pousser aussi les barrières en se disant comment on est capable d'aller plus loin pour construire une industrie qui, du coup, est en tout cas plus en phase avec les enjeux que l'on a aujourd'hui. Et forcément, en tant que jeune, ça amène aussi à se poser la question sur la consommation qu'on en a et d'où viennent les produits et comment ils sont fabriqués et d'où viennent les ressources. Et en tout cas, pour moi, c'est ce qui est passionnant dans l'industrie, c'est qu'on peut se poser toutes ces questions et en faire du coup de belles histoires. Est-ce que tu peux nous partager un peu, Alexandre, voilà, comment est-ce que maintenant tu transmets, à qui est-ce que tu transmets, comment est-ce que tu les recrutes, ces jeunes? Je sais que tu as un projet en cours, notamment avec Patrick. Alors du coup, les rencontres font bien les choses, en effet. Alors, déjà, il y a deux sujets. Il y a un sujet qu'on a trouvé très intéressant, c'est le programme qui a été lancé, qui s'appelle Fort Industrie, qui est du coup notamment une plateforme qui a été mise en place pour faire découvrir à tous les collégiens les métiers de l'industrie sous une forme de gamification. Du coup, je vous le partage. Si vous ne connaissez pas, allez-y, regardez. C'est assez ludique en tout cas et ça permet vraiment de découvrir tous les métiers que l'on peut avoir dans l'industrie avec une approche du coup plutôt gamification. Et l'autre sujet, c'est qu'en effet, dans un projet de transfert industriel et de construction d'une nouvelle usine, je me suis retrouvé du coup dans potentiellement un projet de création d'écoles de production. Et j'apprenais du coup que je rencontrais aujourd'hui du coup Patrick sur ce sujet. Et puis l'idée, c'est finalement de dire que dans ces écoles de production dont je pense Patrick parlera beaucoup mieux que moi, l'idée est de pouvoir transmettre et d'accompagner justement les jeunes pour leur confier des missions et du coup pour justement qu'eux-mêmes contribuent très tôt sur ce que c'est que l'industrie, comment ils le mettent en place, comment ils travaillent avec les entreprises. Et donc du coup, c'est au fur et à mesure des rencontres finalement qu'on arrive à construire des projets intéressants pour l'avenir. Donc peut-être pour parler de ça, je vais laisser la parole du coup à Patrick Carret, qui s'occupe de la Fédération des écoles de production, voilà, qui contribue tous les jours par cette mission-là à amener des jeunes vers les métiers industriels et à s'assurer que les compétences qu'ils développent sont en adéquation avec les compétences dont les industriels d'aujourd'hui et de demain ont besoin. Merci, tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi, les écoles de production, je les ai connues, découvertes après un parcours dans l'industrie, dans la logistique, mais surtout une dizaine d'années dans les ressources humaines, où des centaines d'agences d'emploi m'ont répété à longueur de temps, et je parle déjà d'il y a 15 ans, m'ont répété, on n'arrive pas à trouver les ressources, on n'arrive pas à trouver les candidats, et en plus, ils n'ont pas le bon niveau de formation par rapport aux attendus des clients. Donc moi, je suis absolument convaincu de la formation tout au long de sa vie, et que cette formation tout au long de sa vie, elle commence le plus tôt possible. Et c'est là qu'interviennent les écoles de production, puisque les écoles de production forment des jeunes dès 15 ans, sur des métiers techniques qui sont demandés par les entreprises, bien évidemment. Donc quand je parle de métiers techniques, je vais parler d'usineurs, de chaudronniers, de métalliers, de menuisiers également. On aura des électriciens. Et vous voyez que sur cette carte de France, il y a 70 écoles de production, principalement des points bleus qui sont les écoles qui forment
dans les métiers de l'industrie. Ça se développe beaucoup. Il y en avait une vingtaine il y a 6 ans. Il y en a 70 aujourd'hui. Et quand je vous ai juste dit qu'elle formait à des métiers techniques, normalement, ça explique pas pourquoi il y a ce développement. Elle forme pour répondre aux besoins des entreprises locales. Donc ça, déjà, on est un peu plus adapté au territoire. Et l'autre point essentiel, ça va être ce qu'on nous, on va appeler la pédagogie qui est mise en place dans une école de production. Donc je ne vais pas vous parler d'un lycée professionnel et je ne vais pas vous parler d'apprentissage. On va parler d'un lieu unique qui est l'école de production, dans laquelle l'école va reconstituer les ateliers conformes, identiques aux ateliers des entreprises locales. Quand je dis locales, c'est un rayon de 25-30 km, pas plus. Les jeunes, ils n'ont pas de mobilité et ils n'auront pas plus de mobilité une fois qu'ils auront eu leur premier diplôme. Donc il faut que l'école de production, elle soit proche du domicile des jeunes et proche de l'emploi, donc proche des entreprises. Ça peut être que local. Comment ça va fonctionner ? Ils vont avoir un rythme de 35 heures par semaine, comme en entreprise. Et ces 35 heures, ça va être réparti sur 24 heures en atelier et 10 à 11 heures en cours d'enseignement général, toujours liés à l'atelier. Les maths, ça part de l'atelier et on remonte ce qui a été appris le matin quand on a fait un pliage, quand on a fait un angle. On va travailler éventuellement les maths l'après-midi pour travailler les angles. Et pour être sûr, pour être absolument sûr que les jeunes qui vont sortir de l'école de production, ils puissent répondre aux besoins des entreprises locales, comme Alexandre le disait quand il va s'implanter dans le 77, la meilleure façon d'être complètement raccord avec les attentes des entreprises, c'est que ce soit les entreprises locales qui confient une partie de leur sous-traitance à l'école. Et les jeunes vont donc apprendre sur des commandes réelles. Et ça change tout dans la notion de pédagogie, parce que l'objectif d'une école de production est bien de former, et de former tous les jeunes, y compris ceux qui n'ont pas réussi sur le collège ou qui n'ont pas compris pourquoi à l'école on leur demandait d'avoir la moyenne à un exercice ou de faire mieux que l'exercice précédent. Là, ce sont des entreprises qui sont partenaires de l'école, qui sont impliquées dans la gouvernance de l'école et qui vont passer de la sous-traitance pour que les jeunes réalisent des ouvrages, des pièces, des séries, des commandes unitaires, mais dont la qualité est évaluée par les entreprises. Donc il n'y a pas de note. La note, c'est 20 sur 20. Et ça, pour des jeunes qui, pendant une partie de leur scolarité, n'ont pas réussi à faire ce que les professeurs leur demandaient, là, ils comprennent pourquoi ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes, encadrés par un maître professionnel. Donc le maître professionnel, comme son nom l'indique, c'est un professionnel du métier. Donc c'est un usineur ou c'est un chaudronnier, un métallier, un menuisier, etc. Et c'est lui qui va travailler avec des petits groupes de jeunes de 8 à 12 pour les faire réaliser des commandes. Et je peux vous garantir que ça marche. Preuve en est, je vous dis, 71 écoles aujourd'hui et qui sont très majoritairement créées à l'initiative des entreprises qui se disent aujourd'hui, j'ai pas les ressources, il m'en faut et je suis prêt à les accompagner. Et donc ça, c'est un engagement en fait sociétal des entreprises qui le font en se disant, est-ce que c'est vraiment à moi d'apprendre les bases du métier ? Toutes les entreprises, une fois que les jeunes sortiront de l'école, elles auront le petit delta complémentaire à donner pour avoir le savoir-faire adapté à l'entreprise A, X, B, etc. Mais par contre, est-ce que c'est à l'entreprise de travailler le savoir-être ? Est-ce que c'est à l'entreprise de travailler les bases du métier ? Nous, on pense que non. D'où ce développement en petits groupes. Et donc aujourd'hui, voilà, les entreprises ont la chance de pouvoir se saisir d'un dispositif qui est reconnu par l'État depuis 2018, ces écoles de production, qui sont soutenues par le ministère du Travail et le ministère de l'Industrie dans la partie développement. Après, ça ne fait pas tout de former des jeunes. Il faut aussi savoir les attirer. Et là, c'est le travail de tous. Parce que je peux vous dire que quand, à 14 ans, pour faire rentrer le jeune à 15 ans, vous allez lui parler d'usineur, de chaudronnier, de métallier, normalement, il n'y en a pas un qui connaît. Normalement, il n'y en a pas un qui connaît. Donc, ce qu'il faut, c'est... ils connaissent plein d'autres métiers où il y a assez peu de débouchés. Et ces débouchés
dans l'industrie qui paye bien. Nous, on parle salaire avec les jeunes. Hein. Quand ils rentrent, on leur dit, à la sortie, avec un CAP, tu peux travailler. Alors par contre, un CAP, s'il a que 17 ans, on va l'encourager à faire encore un an ou deux derrière pour sortir à 18 ans. Mais après, avec un CAP ou un bac pro, il va travailler dans l'industrie, dans une voie qui va lui permettre aussi d'évoluer. Donc il faut parler de ça. Il y a des jeunes filles, on a 11% de jeunes filles qui sont dans les écoles. Je peux vous dire que dès qu'il y a une école qui a une jeune fille dans son effectif, elle la prend en photo et sur la plaquette, c'est elle qui est en photo. Hein. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Les garçons, là, ils n'y sont pas. C'est la jeune fille qui est devant en photo. Donc voilà, les métiers sont accessibles aux filles, bien évidemment, enfin aux femmes et aux hommes. Donc en formation, ils sont accessibles aux filles et aux garçons. Merci beaucoup, Patrick. Et peut-être pour terminer, c'est vrai que toutes ces initiatives pour créer des passerelles entre la jeunesse et l'industrie, elles sont portées par les industriels, elles sont portées par des écoles de formation, comme celle de Patrick, puis elles sont aussi portées par les jeunes. Les jeunes comme Julia, et avec son projet, le projet qu'elle coporte, La Facto, qui va essayer de mobiliser des jeunes pour revaloriser l'image de l'industrie. Enfin, je vais la laisser vous présenter ça mieux que moi. Bonjour à tous, ravie de vous accueillir à mon tour dans la bulle de la French Fab pour cet atelier. Pour revenir un peu sur ce que disait Patrick, moi je me souviens qu'à 14 ans, donc j'étais pas forcément dans une école de production, mais je me souviens de quelque chose qui m'avait déjà beaucoup intéressée sur l'industrie. Je me souviens d'un exposé sur la reine Victoria, et c'est, je pense, la première chose qui m'a fascinée sur l'industrie, de voir que la révolution industrielle, déjà il y a plus d'un siècle, ça montrait un peu l'état de l'art, des sciences, de la technique et de la société à un moment donné. Et c'est un peu cet esprit transverse de l'industrie qui m'a travaillé un peu tout au long de mes études, de ne pas vouloir aller que dans un seul domaine, que dans des études que scientifiques ou que dans des études de sciences sociales ou que d'économie, mais d'avoir toujours en fait cet aspect transverse. Et donc c'est quelque chose qui m'a un peu creusé, et ça fait un moment que je traîne un peu dans ce genre d'événement. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai eu un peu ce déclic, alors je dirais pas où, mais pas très loin d'ici, un événement où j'avais l'impression en fait qu'il y avait, que j'étais un peu là pour baisser la moyenne d'âge et augmenter la parité. En fait, il y avait personne qui me ressemblait, des personnes qui avaient 3 fois mon âge. J'essayais de stalker en même temps un peu sur Internet, parce qu'ils n'étaient même pas sur LinkedIn, qui ils étaient, et j'avais un peu honte d'aller leur parler à la fin de l'heure. Vraiment, il y avait personne qui me ressemblait dans cet événement. Et je trouvais ça dommage, parce que moi, à l'école et moi, dans mon travail au quotidien, j'avais vraiment cette intime conviction que, oui, les jeunes, c'est l'industrie. Je voyais les plans de relance, tout ce qu'on voyait à la télé, etc. Oui, les jeunes, c'est l'industrie de demain. Et même en parlant avec mes amis, etc., mes camarades, etc., on se disait, oui, en fait, on cherche tous un job qui a du sens, un job concret. On veut de moins en moins travailler dans des tours derrière des écrans toute la journée. On veut vraiment construire, produire, voir des choses concrètes, des ponts, des voitures, etc. On veut des jobs qui ont du sens. Mais quand je dis qui ont du sens, c'est un peu parfois ce qu'on critique un peu de notre génération, de toujours poser trop de questions, mais un job qui est vraiment durable, et pas que sur certains logos, qui est vraiment durable. Je dis souvent, et je sors souvent le même exemple, que j'aurais du mal à travailler peut-être pour une boîte qui met de l'eau dans des bouteilles en plastique, ou dans l'industrie du tabac. Après, chacun a ses débats, mais c'est toujours des questions qui me travaillent. Et aujourd'hui, quand on se penche sur l'industrie, c'est des projets qui sont durables dans leur sens, intrinsèquement, parce que c'est des projets qui vont être là pour s'inscrire sur 30, 40, 50 ans, sur des générations, mais aussi sur des territoires. Et enfin, le dernier point, et je reprends ce que tu disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, on cherche aussi, on veut tous travailler dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, dans toute cette nouvelle technologie. On est cette génération, on a grandi avec Internet, ChatGPT, le Big Data, toutes ces choses. Et on cherche un job qui va vraiment être aligné avec ces nouvelles technologies. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'industrie. Un job qui a du sens, un job qui est durable et qui est à long terme, et qui est vraiment intrinsèquement lié à ces nouvelles technologies. Et donc, c'est comme ça un peu, avec toutes ces questions, ces débats intérieurs et cette image que je voyais un peu contradictoire de l'industrie, qu'on a pris le challenge avec la Société d'encouragement pour l'industrie de lancer le projet de La Facto, qui est une communauté de jeunes pour l'industrie, qui cherche à réunir des jeunes de différents horizons, de différentes écoles, de différentes régions en France, sur le sujet de l'industrie, pour confronter en fait des visions différentes, pas que avec des gens de la même école, pas que avec des gens des mêmes secteurs,
pour confronter, leur faire rencontrer aussi, étendre leur réseau à des industriels, à des gens dans les politiques publiques, dans les écoles de production, des industriels un peu partout, pour vraiment réfléchir à ce que peut être l'industrie de demain. C'est un super projet qu'on a construit il y a 1 an, qui a été inauguré il y a 1 an avec Nicolas Dufour, que vous connaissez sans doute, et Jean Arthuis, un ministre de l'économie quand j'étais pas encore née. Et en fait, c'est un super projet. Je leur remercie pour leur confiance il y a 1 an, parce qu'il y a 1 an, on n'était que un mail qui circulait entre les institutions. Mais je leur remercie pour leur confiance, parce que là, depuis 1 an, on a pu porter le projet aussi bien dans différentes industries, dans différents territoires, porter un projet de fresque pour l'industrie qui est en train de se développer. Et ce soir, je vous invite tous à notre anniversaire à l'Hôtel de l'Industrie, donc à Saint-Germain, à 18h. À 18h pour fêter ces 1 an en présence d'industriels, donc avec Florence Verzelaine de Dassault Systèmes, de jeunes entrepreneurs, et rencontrer vraiment toute cette jeunesse qui est porteuse de ces projets, qui veulent aussi bien rencontrer des jeunes pour discuter avec eux plus facilement, mais aussi des gens avec un peu plus d'expérience pour prendre leurs conseils et leurs retours. Merci. Merci à tous les 3. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce on a encore beaucoup de choses à vous raconter, mais on a un temps limité. Donc si certains d'entre vous veulent... Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis étudiant à l'école de guerre économique en risque et intelligence économique. Aujourd'hui, on est dans une situation géopolitique qui a changé. On parle d'une revue des dépenses budgétaires dans la formation professionnelle, notamment sur l'alternance, sur les formations professionnalisantes. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous, en tant que dirigeant, ça peut énormément vous impacter? Est-ce que vous, en tant que directeur d'école de production, est-ce que ça vous impacte également? Alors, oui, on l'entend. Moi, je ne vais pas me prononcer sur l'apprentissage. On ne dépend pas de l'apprentissage. On a une ligne budgétaire à part. J'ai assez confiance sur le fait que je ne vous ai pas donné les effectifs. 70 écoles, c'est 2000 jeunes aujourd'hui. On en sera à 2200 à la rentrée. Donc, entre guillemets, la ligne budgétaire, elle n'est pas énorme. Donc, j'ai assez confiance qu'elle soit maintenue. C'est un coût qui est un investissement pour l'avenir, évidemment comme l'apprentissage. Donc, voilà, je pense que les dirigeants aujourd'hui confirmeront cette ligne-là, en sachant qu'une école de production, elle a 2 sources de financement, publiques et privées, puisque les commandes qui sont réalisées par les jeunes sont facturées aux entreprises. On n'est pas entreprise, c'est association loi 1901. Donc, il y a une gestion désintéressée, évidemment, mais il y a ressources privées, et ce qui est absolument rassurant pour l'État, et il y a des ressources publiques, ce qui est assurément un appui pour les entreprises qui s'engagent. Alors, ce qui est compliqué comme réponse à donner, c'est qu'on construit l'avenir. Donc, du coup, si on n'accompagne pas les jeunes à découvrir les métiers, à être dans les entreprises, c'est difficile de se plaindre après de ne pas forcément avoir indirectement du coup, les connaissances et les compétences pour faire tourner les usines. Donc l'arbitrage, il est plutôt à contre-cœur si il est à faire. Et je ne suis pas sûr indirectement que s'il y a une révision du budget dessus, ça va réorienter typiquement la stratégie globale de l'entreprise. Maintenant, évidemment, c'est toujours des sujets en fonction des entreprises, en fonction des métiers, en fonction de plein de choses. Mais je ne pense pas que ça soit en tout cas le critère majeur si indirectement on veut construire un avenir avec du coup les futures générations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour et merci pour vos présentations. Est-ce que justement la fidélité des nouvelles générations vis-à-vis de l'entreprise, c'est un sujet pour vous justement en lien avec ce qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire le fait que vous investissez en fait dans les compétences de vos jeunes recrues. Donc, est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce que justement l'industrie est prémunie par rapport à ces enjeux de turnover? Et voilà, est-ce que c'est un enjeu que vous devez gérer en particulier? Alors oui, c'est un enjeu. La difficulté, c'est qu'on a un peu 2 mondes. C'est-à-dire qu'on a une génération qui a connu l'industrie, qui est dedans depuis un certain nombre d'années
Et je dirais c'est un petit peu comme en innovation, on parle souvent de la grenouille qui est indirectement dans la casserole. C'est-à-dire qu'une fois que l'eau chauffe, quand elle a pris l'habitude et qu'elle reste dedans, du coup, elle prend l'habitude et puis elle reste dedans. Et puis dès que vous la faites rentrer et du coup l'eau est chaude et instantanément elle se brûle, en fait elle sort. Indirectement, c'est dans toutes les entreprises d'une manière générale, c'est de gérer l'intégration des générations avec en plus ces priorités qui ne sont pas les mêmes. Et la difficulté, c'est, je pense, d'arriver à faire comprendre aux plus jeunes de là où l'industrie est partie, de ce qu'elle a appris, des erreurs qu'elle a faites et indirectement de ce qu'elle doit corriger. Et du coup, en fonction des uns et des autres, du coup, ça peut être très difficile. Et de l'autre côté, c'est en même temps d'emmener les personnes qui sont déjà dans l'industrie et qui ont déjà cette expérience-là à du coup bouger sur un autre enjeu. Et en effet, l'entreprise, si on prend une société, c'est d'arriver à vivre ensemble en partageant du coup ces sujets de valeur, d'engagement, ce que l'on cherche à atteindre. Et du coup, oui, les entreprises n'avaient peut-être pas, je dirais, autant de défis à avoir à gérer ce côté sociétal que ce qu'on a pu peut-être connaître à un certain nombre d'années où l'industrie produisait. Il y avait une forme de rendement, il y avait une performance industrielle. Là, on a une dimension qui est du coup un peu plus différente. Et je pense que c'est ce qui fait évoluer la société au sens large. Donc oui, c'est un défi et ça fait partie des sujets à relever. Peut-être que Patrick... Dans les écoles de production, on va l'observer aussi en ayant une connexion très forte, vous l'avez compris, entreprise-école. Les entreprises, elles se sont engagées quand elles s'engagent à créer une association, à prendre sur leur temps. Parce que quand un directeur d'une entreprise, chef d'entreprise, qui est déjà bien au-delà de son temps normal de travail, il va prendre du temps pour s'impliquer, il mesure tout l'effort qu'il fait, et donc de prendre le plus tôt possible pour travailler cette notion de fidélité, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre de créer un lien plus solide avec les jeunes. Et effectivement, je pense que dans l'industrie, on a la chance de pouvoir faire évoluer en plus les personnes, donc de leur promettre un avenir un peu diversifié, qu'on ne va peut-être pas retrouver naturellement dans toutes les filières. Et je pense qu'il y a aussi un dernier point, parce que je fais partie peut-être de ces jeunes qui ont peut-être du mal à être fidèles aussi en entreprise. Je me vois très mal travailler 10 ans dans la même entreprise. Et je pense qu'il y a aussi cette question un peu de nouvelle génération, de nouvelles aussi enjeux dans la société, de entreprises de s'adapter, que peut-être que la personne qui vont recruter demain ne va pas faire carrière et 40 ans peut-être dans la même entreprise, peut-être pas... on dit souvent que... mon grand-père a travaillé toute sa vie dans la même entreprise, mon père a fait le même métier toute sa vie dans 2 ou 3 entreprises, et que nous on va faire différents jobs toute la semaine. Et donc c'est un peu ça, je pense, la nouvelle génération, et il y a aussi cette flexibilité des deux côtés à joindre. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être ? Alors sinon peut-être que c'est moi qui vais vous la poser du coup. Parce que notre question de base, c'était comment la jeunesse va-t-elle façonner l'avenir de l'industrie française ? Peut-être que si on regarde du côté plein du verre d'eau, qu'est-ce qu'elle apporte cette jeunesse ? Qu'est-ce qu'il apporte ce sang neuf ? Est-ce que cette vision différente dont parlait Julia, elle se concrétise dans l'entreprise ? Est-ce que vous y croyez ? Pourquoi est-ce que vous voulez la recruter ? En fait, c'est le progrès. On revient sur le sujet à la limite de ce matin, c'est que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas être dans l'immobilisme. On a des enjeux sociétaux à relever qui sont du coup énormes. Il y a une génération qui arrive et qui pousse et qui est peut-être beaucoup plus sensible, ou en tout cas qui a peut-être beaucoup plus maintenant de connaissances et de compréhension sur ces enjeux-là qu'on ne faisait pas avant ou qu'on n'avait pas avant, ou sur lesquels on n'était pas forcément en capacité en tout cas de le regarder d'un angle en fait différent. Donc je dirais que elle amène indirectement je dirais ses valeurs, ses attentes. Et du coup, comme toute entreprise, le principe c'est d'entreprendre. Et à partir du moment où on entreprend, on prend en tout cas une part de risque. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que tout est systémique. Le système Terre est systémique, une entreprise est systémique. Quand on prend une décision à un endroit, elle a un impact en fait à un autre endroit qu'on n'assimile pas forcément. Et donc du coup, je veux dire, quand on a une génération qui arrive, qui a des attentes différentes, ou une génération qui avait en tout cas d'autres modes de vie, d'une manière générale, en fait, la société en elle-même,
elle évolue, elle a à se transformer, et c'est tout le sujet du progrès et de l'innovation, avec toujours la question de savoir où est-ce qu'on met le curseur. Et je pense que notre grand défi pour tous, c'est-à-dire ces générations qui sont dans les entreprises, c'est où est-ce qu'on met le curseur et de quelle manière on est capable d'y aller. Même si aujourd'hui on a des enjeux sociétaux qu'on connaît aujourd'hui autour du climat et de l'environnement, on a tous envie d'y aller, mais c'est pas je claque des doigts et c'est résolu. Il y a une grande transition à faire, et c'est cette transition qui est en tout cas complexe à résoudre. Et c'est pour ça que les entreprises sont là aussi, c'est qu'elles sont là aussi pour le relever et le relever tous ensemble. Elles sont là pour fédérer en tout cas ces énergies. Parfait. Un grand merci à tous les trois. Un grand merci pour votre attention. Voilà. Et on reste à votre disposition dans la bulle pour ceux qui ont des questions.